Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La Centrafrique a un nouveau président, il s'appelle Faustin Archange Touadéra. Il a été élu avec plus de 62% des suffrages face à Anissé Georges Dologuélé. Les défis qui attendent le nouveau président sont nombreux, immenses. Réconcilier la société centrafricaine après 3 ans de crise, reconstruire l'armée, procéder au désarmement, faire redémarrer l'économie dans un pays qui est l'un des plus pauvres de la planète. Avec une question, quelle est la marge de manœuvre de ce nouveau président? Eh bien, on en parle avec nos invités, avec vous, Jean-François Kandji. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé à l'école de droit de la Sorbonne, rapporteur général de la commission gouvernance du Forum à Bangui. Antoine Glaser, bonsoir. Journaliste, écrivain spécialiste de l'Afrique, auteur de Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, et c'est aux éditions Fayard. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le tout nouveau président centrafricain. Centrafricains de toutes les régions, de toutes les religions, des différents statuts sociaux, de tous les secteurs d'activité, de toutes les générations, nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant de richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Ensemble, nous allons raffermir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Nous allons accroître la participation des jeunes à la vie publique. Nous allons consolider la paix dans notre pays. Jean-François Kandji, cet homme qu'on vient de voir, ce nouveau président, c'est l'ancien Premier ministre de François Bozizé. On peut dire que c'est un homme de l'ancien régime. Est-ce que vous êtes satisfait de son élection ? Alors que je sois satisfait ou non, un peu comme le disait le pape lorsqu'il est allé en Centrafrique contre vents et marées, qui suis-je pour dire autre chose que ce que le peuple centrafricain a dit. Quoi qu'il en soit, j'ai voté pour un des candidats, je ne vous dirai pas lequel, mais Faustin Archange Touadéra était un homme sérieux. Vous avez dit un homme du passé, mais je crois que dans le contexte centrafricain, une des leçons que je retiens de ces élections, c'est que précisément les schémas du passé, les catégorisations du passé n'ont pas fonctionné. Lorsque le président du KNK a dit « je m'allie avec un tel », il n'est pas certain que l'ensemble des membres du KNK, l'ensemble de ses électeurs est suivi. Et je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des autres concurrents qui se sont ralliés à l'un ou à l'autre. Je crois que les schémas aujourd'hui, le pays est déstructuré, certes, mais les schémas sont déstructurés. Et je crois que la chose la plus essentielle qui ressort de ces élections, c'est que le peuple centrafricain qu'on a vu se lever au premier tour et au deuxième tour n'est plus le même. Les citoyens centrafricains, la jeunesse centrafricaine n'est plus la même, il va falloir composer avec. Et donc, homme du passé, je préfère me tourner vers l'avenir et me dire que ce président a des atouts, certes, et surtout, le premier de ces atouts, c'est la société centrafricaine telle qu'elle s'est montrée lors de ces derniers mois. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Glaser? Finalement, c'est peu important le fait que ce soit... Il ne s'appelle pas Faustin Archange Touadéra pour rien, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le porteur de bonnes nouvelles. C'est vrai c'était un peu l'homme, vraiment, de la société civile centrafricaine, par rapport, ça n'enlève rien à monsieur Anissé Dologuélé, mais qui était l'autre candidat, qui était un peu, lui, Faustin Archange Touadéra est en fait le haut fonctionnaire, alors que c'est vrai que Anissé Dologuélé est plutôt le banquier, le type qui était très soutenu. Il avait notamment été, il avait beaucoup été à Bordeaux. Il avait étudié à Bordeaux. Il y avait tout un certain nombre de gens de Bordeaux qui s'apprêtaient à aller à Bangui s'il avait été élu. Donc c'était un peu, il avait un réseau international, ce que n'a pas monsieur Touadéra. En même temps, Touadéra, je trouve, c'est l'an 01 de l'indépendance de la Centrafrique. Ça veut dire le type, il arrive. Je crois que personne n'a fait roi. Ce sont les Centrafricains qui l'ont fait roi, très franchement. À différence de Martin Ziguélé, qui était plutôt le candidat de la France, on peut le dire. Oui, enfin, au départ, mais en fait... je veux dire, là, honnêtement, la France, je dis pas qu'elle est dépassée en Centrafrique, elle a qu'une idée, c'est de se retirer de la Centrafrique. Faut pas se le cacher. Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'ils allaient descendre 900 à 300 les soldats français en Centrafrique. Non, l'idée globale qui est hyper intéressante, c'est que finalement, celui qui a été élu, c'est vraiment le candidat des Centrafricains et non pas de l'un ou de l'autre. Parce que comme il y avait 13 candidats qui finalement se reportaient sur lui, personne n'a fait roi réellement. Alors que Dologuélé, il y avait quand même l'ancien président Bozizé qui le soutenait. Je veux dire, si on parle de soutien de l'ancien régime, c'est plutôt Dologuélé que monsieur Faustin
Touadéra. Archange, j'y tiens, Oui, Touadéra. Archange, on y tient. Jean-François Akanji, qu'est-ce qui va devoir, l'un de ses grands défis, on le sait, ça va être de réconcilier justement cette société centrafricaine. Lui, c'est un chrétien, on l'a dit, donc il a quand même été un proche de François Bozizé. Quel geste va-t-il devoir faire justement pour... Excusez-moi, François Bozizé l'a pas soutenu. François Bozizé ne le soutenait pas. Il soutenait Dologuélé. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devoir faire comme geste justement pour réconcilier cette société centrafricaine? Alors, vous parlez de la réconciliation au futur. Moi, je crois profondément que la réconciliation est déjà dans l'esprit des Centrafricains depuis la visite du pape. Il s'est passé quelque chose dans ce pays. Vous avez évoqué le fait que Faustin Archange Touadéra est un chrétien. Au cours de la campagne dans son ensemble, il n'a pas été question. Ce n'est pas un élément ni du côté de son adversaire, ni de son propre côté. Ça n'a pas été un argument de campagne. Ça n'a pas été quelque chose de instrumentalisé. C'est ce que nous avons toujours dit, que j'ai dit même ici. Ces catégories-là sont des catégories qui ont été fabriquées, qui ont été imposées aux Centrafricains. Et une des choses qui résulte de ces élections, c'est que les Centrafricains disent ça suffit. Ça suffit. Et vous avez raison tout à l'heure de dire que Faustin Archange Touadéra, ce n'est pas le candidat des Français, c'est le candidat des citoyens centrafricains, et sans doute que pour l'avenir, ceci va être très très important. L'une des meilleures choses que la France puisse faire pour que la présidence de Faustin Archange Touadéra puisse être réussie, c'est de changer la manière de se comporter en République centrafricaine, parce que même si... Pourquoi elle se comporte mal, la France, en République centrafricaine? Si vous voulez... Elle a un lourd passif. Mais il y a un passif. Il y a un passif, et ce à quoi je suis, moi, plus attaché, c'est que les citoyens centrafricains le sentent ainsi. Le forum de Bangui que vous aviez évoqué tout à l'heure, on a entendu des Centrafricains qui venaient de tous les coins de Centrafrique apostropher l'ambassadeur de France. Ce n'est pas rien. Il faut écouter, d'un autre côté, est-ce qu'il faut pas aussi remercier peut-être aussi la France d'avoir déployé quand même des soldats sur le terrain et de financer aussi 70 millions d'euros, c'est pas rien non plus. Entendons-nous bien, je ne dénonce pas. J'appelle au renouvellement de relations entre la France et la République centrafricaine, de relations respectueuses des uns et des autres, de la dignité des uns et des autres, de la souveraineté des uns et des autres. Et vous êtes pour que les soldats français de l'opération Sangaris quittent le plus rapidement possible la Centrafrique? Non, je ne suis pas pour cela. Je suis pour que les forces internationales qui sont en République centrafricaine agissent dans le cadre de leur mandat, de tout leur mandat, en coopération avec le nouveau président et avec le nouveau gouvernement. Antoine Glaser, l'autre défi, ça va être le défi sécuritaire, justement. Absolument, reconstruire aussi l'armée, éviter la partition du pays, reprendre la main en tout cas sur l'ensemble du pays. Il faut savoir que l'ensemble du pays, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même encore des gens qui sont en armes dans toutes les régions du pays. Il y a encore les anciens de la coalition de la CDK, il y a aussi encore des milices. Les gens n'ont pas disparu, ils ont encore leur armement et il y a un problème sécuritaire majeur. Et c'est vrai que le véritable enjeu, c'est reconstruire l'armée centrafricaine. Et c'est vrai que la France a son corps défendant, il faut lire ça, à son corps défendant, très franchement, autant... on voit que François Hollande, il veut faire son sommet franco-africain à Bamako au mois de janvier. Il met le paquet sur le Mali, l'opération Serval, mais il veut pas entendre parler de Centrafrique. Il a voulu passer le relais à d'autres Européens, mais il n'a même pas trouvé 70 militaires pour encadrer les forces armées centrafricaines. Et le problème des forces armées centrafricaines, c'est qu'il faut encadrer les gens, il faut reconstruire. Il y avait 7 à 8 000 hommes. C'est pas possible de redémarrer à partir de zéro, sans ce qui a été fait d'ailleurs au Mali, faire un premier, deuxième bataillon formé. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, du matériel, des équipements. Un rééquilibrage ethnique. Alors je sais que ça vous a, que ce soir vous balayez cette idée justement de conflit ethnique entre chrétiens, enfin religieux, plus exactement entre religieux et entre chrétiens et musulmans. Mais est-ce que ce rééquilibrage, il doit se faire au sein de l'armée aujourd'hui? Bien sûr, puisque tu es armé bien sûr. Enfin, les Centrafricains le savent bien mieux que moi, évidemment. Quand vous avez un président qui est au pouvoir, c'est quand même son ethnie qui est favorisé. Quand vous aviez André Kolimba, c'était les Yakoma. Enfin, à chaque fois, c'est toujours donc le même. Donc ça va être aussi l'un de ces défis, c'est l'équilibre. Absolument, c'est l'équilibre. Mais avant l'équilibre, c'est plutôt la délinquance. Faut pas se leurrer. Qu'est-ce que fait l'équipe? C'est pas simplement le problème de savoir de l'ethnie, c'est la délinquance. C'est utiliser sa calage pour racketter. Et c'est ça le véritable enjeu. C'est la sécurité civile. C'est la sécurité civile dans un pays où il n'y avait plus de gendarmerie, où il n'y a plus rien. C'est vraiment, il y a plus rien dans ce pays. C'est vraiment. Mais alors, ce qu'on
comprends pas, Antoine Glaser, c'est que vous nous dites il n'y a plus rien. Et puis d'un autre côté, c'est un pays quand même qui est bourré de ressources naturelles, notamment dans le nord du pays, des diamants, du cuivre, de l'or. Et ce n'est un pays qui n'a rien, c'est l'un des plus pauvres de la planète. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé que ce pays n'a jamais été gouverné. Vous savez, pendant les 10 ans de François Bozizé, de 2003 à 2013, il gérait Bangui, mais le reste du pays était en déshérence. C'est un pays en déshérence. Un pays peut être totalement en déshérence, avoir énormément de richesses. Simplement, il y a un certain nombre de bandes et de chefs de bandes qui pillent à l'endroit où ils sont. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Jean-François Kandji. Oui, sur la question que vous avez posée auparavant des forces de sécurité, je ne balaye pas la question ethnique, parce que simplement l'organisation des forces de sécurité centrafricaines avait conduit précisément à une ethnicisation, parce que les forces de sécurité étaient conçues d'abord comme des forces de protection du président. Et la meilleure protection du président, c'est les siens qui peuvent l'assurer. Et aujourd'hui, je crois que l'enjeu, c'est de se tourner vers une armée qui représente l'ensemble de la population et surtout qui ait conscience de sa mission, que sa mission première, c'est de défendre l'ensemble du territoire. Et pour ce qui concerne votre seconde question, dont je ne me souviens plus d'ailleurs... C'était sur les ressources naturelles du pays, et plus précisément justement sur le Nord aussi, qui a été très ostracisé. Alors, moi, je ne partage pas cette analyse qui consiste à dire que le Nord a été très ostracisé. Reprenez les 60 ans d'histoire de la République centrafricaine. Chaque région, à son tour, a été ostracisée. Et... évidemment, le Nord l'a été aussi. Vous posez la question des ressources. Un peu plus que les autres. Vous posez la question des ressources. Un peu plus que les autres, dit Antoine Glaser, sur le Nord. Non, il a été abandonné aux Soudanais. Il a été abandonné aux Soudanais pendant toute une période. Un peu plus que les autres, non. Toutes les frontières centrafricaines ont été abandonnées, sauf les frontières qui sont proches de Bangui. Vous allez vers Zemio, vers Obo, à la frontière avec le Soudan. Une carte oui, sur une carte, évidemment, on pourrait le voir. Vous avez le même problème et vous remontez l'ensemble des frontières, vous avez ce problème-là qui s'est posé. Il y a une région du Nord qui a été abandonnée au Djamjaoui du Soudan. Il n'y a pas une région, il y a une grande portion du territoire en dehors de Bangui, vous le disiez très bien. Je pense qu'il faut sortir du syndrome du pouvoir qu'il est le pouvoir de Bangui. Il est le pouvoir de la République centrafricaine dans son ensemble. Simplement, pourquoi des Soudanais sont arrivés par là, dans le Nord? Parce que c'est frontalier. Ils n'arrivaient pas à Damara ou à Grimari ou à Bombari. En déshérence. Mais nous sommes d'accord. Et sur la question des ressources, je pense que c'est un enjeu essentiel de demain. Cela signifie regarder de plus près tous les contrats qui ont été passés, parce que la gestion dont on nous a parlé se traduisait par un certain nombre de contrats qui ont été passés avec un certain nombre de personnes. Et donc, ce n'était pas seulement des brigands qui ont fait que la population centrafricaine n'a pas pu profiter de ces ressources. Ça a été jusqu'à maintenant, je crois, la malédiction des Centrafricains, les ressources naturelles. J'espère que pour demain, ça sera leur bénédiction. Antoine Glaser, comment les voisins se sont-ils comportés justement dans cette élection Franchement, notamment le Tchad. Quelle est la position aujourd'hui du Tchad, dont on a dit qu'elle soutenait à un moment donné l'ex-Séléka? Est-ce qu'aujourd'hui le Tchad s'est mis en retrait? C'est-à-dire le Tchad au départ a soutenu l'arrivée de François Bozizé. Ils ont soutenu le putsch de François, faut le dire, le coup d'État de François Bozizé en 2003. C'était avec une garde présidentielle tchadienne au départ. Ensuite, ils se sont fâchés parce que le président François Bozizé, c'est une longue histoire, a été chercher les Sud-Africains. Donc les Tchadiens ont commencé à faire la gueule. Et ensuite, c'est vrai qu'ils l'ont totalement abandonné quand ils ont vu les Soudanais qui arrivaient, qui rentraient, qui arrivaient à N'Djamena. À ce moment-là, c'est vrai que Idriss Déby a finalement soutenu et a abandonné aussi le président François Bozizé. Le Tchad, depuis, compte tenu des problèmes qu'il y a eu, c'est totalement... Pas totalement, mais c'est vraiment retiré, en tout cas, de la gestion. C'est plutôt, vous savez, c'est toujours compliqué parce qu'il y a un certain nombre aussi de Tchadiens, des gens qui sont à la frontière. Les Centrafricains ont intérêt à être en paix avec leurs voisins. Parce que si les Tchadiens pensent qu'il peut y avoir des opposants, si Idriss Déby pense qu'il peut y avoir des opposants en Centrafrique, c'est jamais très bon. Il y a un problème de pétrole, de gestion pétrolière au sud aussi du Tchad, qui s'étend au nord de la Centrafrique. Ça a toujours resté un enjeu particulier pour Idriss Déby, qui préfère tous les chefs d'État préfèrent avoir un copain à côté, surtout avec des frontières à cheval où il y a du pétrole. Mais la réalité, c'est que tous les pays voisins vont mal. Le Tchad, c'est Boko Haram. Idriss Déby est en ce moment soumis à une pression extrêmement forte de la société civile. Après, il y a eu des manifestations, un étudiant qui a été tué, avec une jeune fille qui a été violée. Tout ça, en ce moment, il y a une pression sociale extrêmement forte en ce moment au Tchad. Il y a Boko Haram. En RDC, ça va pas vraiment très bien avec une des
perspective à un moment donné de Soudan du Sud non plus, dérapage. ça va pas très bien. On voit bien, finalement, tous les pays entre le Tchad, nord du Cameroun, ça va pas très bien avec le Cameroun, c'est pas terrible. La République démocratique du Congo, très franchement, que les Centrafricains se retrouvent entre eux. Et vraiment, je trouve, moi, franchement, c'est extraordinaire ce qui se passe en Centrafrique. Si vraiment, il y a vraiment ce côté nationaliste autour de Touadéra. C'est quand même très important. Un mot comme Jean-François Akanji sur le bilan de Catherine Samba Panza, donc qui est restée 2 ans à la tête de la Centrafrique et qui a mené cette transition. Alors le bilan, il faut toujours faire le bilan à froid, je me méfie des bilans à chaud, mais au moins, là, c'est au moins, quand même faire un petit bilan. Non, elle y est encore jusque fin mars. Les élections ont été réussies. Je pense que c'est une réussite mitigée, mais c'est une réussite tout de même, compte tenu de ce que nous avons aperçu, mais qui n'est pas un bilan de Samba Panza tout seul, de la transition toute seule. Et je crois que c'est aussi la difficulté de faire le bilan de la transition, parce que le bilan de la transition, c'est le bilan de la MINUSCA, c'est le bilan des forces internationales, c'est le bilan d'un ensemble de partenaires extérieurs qui sont venus aider ou qui n'ont pas aidé. Mais il y a des éléments qui ont été réussis. Il y a eu de véritables couacs, des malentendus aussi. Maintenant. Mais malgré tout, on est quand même arrivé. Enfin, vous êtes arrivé à cette élection et à l'élection de ce nouveau président. On parle clair ici. Elle a été choisie pour être instrumentalisée par les chefs d'État, un certain nombre de chefs d'État de la région. Pour ça qu'elle a été choisie, pour pas choisir un militaire comme certains le voulaient. Et elle avait été choisie pour ça aussi. Et pas seulement de la région. Il faut se souvenir aussi que la transition ne devait pas durer 3 ans. La transition devait durer beaucoup moins que cela et conduire notamment à l'organisation des élections. Mais ce que je pense, moi, c'est que Catherine Samba Panza n'avait pas toutes les billes en main. Notamment elle n'avait pas de la marge de manœuvre. Notamment sur la question sécuritaire. Pour pouvoir organiser des élections, il faut sécuriser. Il n'y a pas d'armée centrafricaine, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il n'y a pas de force de sécurité centrafricaine, vous faites comment? Elle avait une garde rwandaise, c'était les soldats rwandais. Sa garde qui la protégeait. Et quand elle allait à la fête du 14 juillet à l'ambassade de France, comme tout le monde sait que les relations entre la France et le Rwanda sont pas au beau fixe, du coup, il a laissé à l'entrée et il l'a récupérée à la sortie, ou alors c'est les Français qui l'ont raccompagnée jusqu'à sa présidence. Pour dire qu'il s'est ambiancé. Bon, le chemin, à Bangui, le chemin n'est pas très long entre sa résidence et l'ambassade de France. Oui. Allez, un dernier mot. Centaines de mètres. Allez, un dernier mot quand même sur la communauté internationale. La Centrafrique va devoir encore compter sur la communauté internationale, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan financier. Bien sûr. C'est le véritable problème. Vous avez vu que la mobilisation avec plus de 3 milliards d'euros sur le Mali, franchement, la Centrafrique, ils ont tous tiré l'ardoise magique. Personne n'entend parler de soutien à la Centrafrique. Je me souviens, Jean-Yves Le Drian, qui était fou furieux. Il n'arrivait pas à trouver 60 instructeurs à un Conseil européen de défense. Finalement, ce sont les Georgiens, les types qui n'étaient même pas dans l'Europe qui sont venus. C'est un vrai problème. Et c'est vrai que peut-être que maintenant, c'est pour ça que la France faisait pression pour qu'il y ait des élections d'ici la fin de l'année, une transition, parce que vous avez des grands pays comme les États-Unis ou l'Allemagne qui ne donne pas d'argent tant qu'il n'y a pas un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, il y a un retour à l'ordre constitutionnel, ils n'ont qu'à faire le chèque. Merci beaucoup, ils n'ont qu'à faire le chèque. Merci beaucoup, Antoine Glaser. Merci beaucoup, Jean-François Akanji. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 24 pour nous parler donc de la Centrafrique et de ce nouveau président Faustin Archange. Archange Touadéra. Allez, le rappel des titres et puis la seconde partie de notre débat. On va parler de Lech Walesa. A-t-il été un espion des services secrets sous le régime communiste? Nous poserons la question à nos invités. À tout de suite. Merci.